OK, bon, ben, super. Donc, bonjour, je m'appelle Marjorie Cuerrier, je suis doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, ma présentation s'intitule Les technologies numériques et l'écriture au primaire vont-elles de pair? Honnêtement, c'est pas un titre choisi au hasard, c'est une question qui a alimenté bon nombre de mes réflexions au doctorat et qui a alimenté également bon nombre des réflexions des chercheurs dans les dernières années. Et aujourd'hui, moi, je tente d'émettre des pistes de solutions par rapport à ça, des pistes de réflexion et même je vous présente quelques aspects par rapport à la recherche qui est menée. En fait, voici le plan de la communication qui vous est proposé. Je vais d'abord faire une brève mise en situation à propos de l'écriture au primaire, parce que je suis tout à fait consciente qu'on est dans un symposium à propos de l'intelligence artificielle et du numérique. Et donc, pour certains, l'écriture au primaire, ça peut être relativement loin. Je vais ensuite vous parler de deux habiletés essentielles en écriture chez les jeunes scripteurs, en l'occurrence les habiletés graphomotrices et orthographiques. Je vais ensuite mettre en évidence certaines influences du numérique sur l'enseignement et l'apprentissage au primaire. Et en terminant, je vais vous faire une brève présentation de la recherche-développement qui est menée à l'heure actuelle. Et vous constaterez assez rapidement, finalement, que pour ce qui est du projet de recherche et en fait de l'ensemble de la présentation, on est vraiment à mi-chemin entre la didactique du français, le numérique et la psychologie cognitive. Donc, on est vraiment à mi-chemin entre ces trois champs-là. D'abord, en ce qui concerne finalement la maîtrise de la langue écrite. Hein, on sait la maîtrise de la langue écrite, c'est un outil qui est absolument fondamental au quotidien, que ce soit en contexte personnel, professionnel ou même scolaire. Particulièrement avec la généralisation des technologies, hein, on peut penser à tous les textos, les courriels qu'on peut envoyer dans une journée, dans une semaine. Et en fait, c'est la même chose au quotidien. On consomme énormément, par exemple, de médias écrits. Et à cet effet-là, dans les écoles primaires, les directions, les commissions scolaires, en fait, je dirais les centres de services plutôt, sont tout à fait conscients de l'enjeu de l'écriture au quotidien. Et c'est pourquoi, finalement, l'écriture, c'est un des objectifs prioritaires de l'école québécoise. Et comment ça se reflète au quotidien? En fait, dans les classes, près de la moitié du temps en classe est accordé à des activités d'écriture. Vous allez peut-être me dire que c'est beaucoup, près de la moitié du temps, à des activités d'écriture, mais en fait, l'écriture, c'est particulièrement difficile. Peut-être qu'on a moins conscience de ça étant adulte, puisque c'est un processus qui est automatisé chez nous. Pour nous, c'est plutôt facile. Cela dit, pour des jeunes scripteurs du primaire, hein, des enfants qui ont 6, 7, 8 ans, vraiment, je vous parle de début de scolarisation, premier cycle du primaire, c'est vraiment mon dada, c'est le cycle qui m'intéresse le plus. Ce sont des scripteurs qui sont jeunes, qui sont peu expérimentés, et donc pour eux, cette tâche-là est non automatisée. Ce qui fait en sorte que c'est particulièrement ardu au niveau de l'écriture. Ils doivent se questionner à savoir, oh mon Dieu, comment je dois tenir mon crayon? Comment s'écrit tel mot? Ah, faut pas que j'oublie de mettre ma majuscule. Lorsqu'ils écrivent, ils ont plein de petites questions comme ça qui accaparent une grande partie de leur charge cognitive et attentionnelle, ce qui n'est pas votre cas, vous, en tant que scripteur compétent. Donc, en tant qu'enseignant, moi je suis enseignante de formation, enseignante du primaire de formation, ben, on a souhaité éventuellement mieux outiller les enfants et mieux outiller les enseignants pour intervenir auprès de ces élèves-là, de ces scripteurs débutants-là dont les capacités sont relativement limitées. Et donc, on s'est intéressé, je dis on, mais en fait, beaucoup de chercheurs se sont intéressés finalement en didactique du français et en psychologie cognitive au processus qui se cache finalement derrière tout ce qui est l'écriture. Et ça nous a permis de hiérarchiser finalement les processus. On a identifié des processus de bas niveau, hein, qui est la base de notre fameuse pyramide qui est présentée juste ici. Et il y a des processus qui sont dits de plus haut niveau, donc de plus haute complexité. Ce qui est vraiment merveilleux avec cette hiérarchisation-là, c'est que pour les petits du primaire, là, les enfants de 6, 7, 8 ans dont je vous parle, bien, ça fait en sorte qu'on peut formellement travailler ceux qui sont, les habiletés qui sont à la base de la pyramide, et ensuite on peut construire vers des processus qui sont plus complexes. Mais en fait, c'est quoi ces processus de bas niveau-là? Je vois les questionnements dans vos yeux pour certains. Lorsqu'il est question des processus de bas niveau, c'est la matérialisation de l'écrit et plus particulièrement la graphomotricité et l'orthographe.
Pour ce qui est de la graphomotricité, c'est un concept qui est pas particulièrement connu. C'est un concept qui est assez émergent là, dans les 10 dernières années. C'est un concept qui était méconnu, mésestimé. On s'intéresse très peu à la graphomotricité. En fait, la graphomotricité, ça réfère au geste graphique qui est requis en contexte d'écriture. Il y a 2 dimensions à ça. La dimension qui est motrice, les articulations. Ça peut paraître drôle. Cela dit, on n'écrit pas avec le bout de notre nez, on écrit avec nos poignets, nos doigts, nos épaules. C'est vraiment, tout est mobilisé lors de l'écriture. Et c'est pourquoi, si jamais vous avez des enfants à la maison, vous constatez peut-être dans les balbutiements de leur écriture, ils écrivent gros, de forte amplitude. C'est justement à cet égard-là, la dimension motrice, c'est quelque chose de très difficile à maîtriser pour un jeune scripteur, mais c'est un aspect qui est relatif à la graphomotricité, qu'on travaille dès les premiers apprentissages. Et il y a aussi une dimension qui est perceptive, donc toute la programmation motrice, donc la coordination œil-main, les enchaînements, etc. Donc, on a cette habileté-là, qui est la graphomotricité, mais il y a également une autre habileté de base, qui est l'orthographe. Ça, pour la plupart, c'est assez parlant. L'orthographe, en fait, c'est même le calvaire, je dirais, de bon nombre de personnes. En fait, c'est l'ensemble des règles, des usages qui régissent la manière d'écrire les mots. On parle forcément de la norme orthographique, en la manière d'écrire les mots, donc l'orthographe lexicale, et les accords liés au genre, aux normes, etc. Donc, en fait, ça, c'est les 2 habiletés essentielles pour tout scripteur débutant. Et ensuite, on peut construire autre chose, aller vers le haut de la pyramide là, qui était présentée tout à l'heure. Et là, on peut générer des idées, on peut écrire un texte complexe, on peut parler de toutes sortes de choses. Mais la base, c'est la graphomotricité et l'orthographe. Et c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé dans le cadre de notre projet de recherche et dans les dernières années également. Et on s'est questionné par rapport à quelle serait finalement la plus-value des technologies. Premièrement, est-ce qu'il y a une plus-value des technologies pour ce qui est de l'enseignement et de l'apprentissage de la graphomotricité? C'est une première question. Et en fait, on s'est largement questionné sur le sujet et en partie, là, les pistes de solutions qui sont évoquées à l'heure actuelle, c'est par rapport aux modalités et les supports d'écriture qui sont mobilisés auprès des jeunes scripteurs. Bon, modalités, supports d'écriture, de quoi il est question exactement? En fait, lorsqu'il est question de l'écriture, il y a plusieurs types d'écriture, si je peux m'exprimer ainsi pour que ce soit plus simple. Il y a l'écriture dactylographique, donc l'écriture à l'aide d'un clavier. Moi, on se rappelle, je vous parle de scripteurs qui sont jeunes, débutants. Et là, il y a quand même bon nombre, finalement, de recherches qui ont été menées avec des claviers, avec des jeunes enfants. Et ce qui émerge, finalement, les conclusions sont assez significatives, c'est que les jeunes scripteurs, jusqu'à 11 ans, ce ne sont pas la clientèle cible pour les claviers, malheureusement. Pour nous, adultes, je suis consciente que c'est sans doute la manière d'écrire la plus rapide, mais pour les enfants, ce n'est pas le cas. Ce qu'on constate, une lenteur excessive lors de l'écriture. On comprend pourquoi. C'est que finalement, les enfants ont le clavier devant eux et ils mettent plus d'attention, plus de ressources cognitives et attentionnelles à la recherche des lettres sur leur clavier qu'à finalement vraiment l'écriture. Donc, l'accent est mis sur finalement le clavier et finalement l'écran, le regard, vraiment tout est mis sur la manipulation du clavier en tant que tel. Et même, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'erreurs orthographiques. Donc, vraiment, on est en surcharge cognitive, notre énergie, elle est mise que sur l'outil en tant que tel. Et même, on se souvient de ma fameuse graphomotricité tantôt, lorsqu'on utilise un clavier, on n'utilise pas la graphomotricité. Hein, je veux dire, on n'utilise pas de crayon, on n'utilise pas nos bras, c'est vraiment on tape sur des touches. Donc, il y a cet aspect-là qui est complètement absent. Et donc, le constat, c'est que l'écriture dactylographique, vraiment, à l'ordinateur, c'est pas la chose à prioriser avec les jeunes scripteurs. Cela dit, piste intéressante, l'écriture manuscrite, avec l'évolution des technologies à l'heure actuelle, et là je dis évolution des technologies, on est déjà ailleurs, on a eu des 4-5 communications sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc on est très très loin. Mais déjà, l'écriture manuscrite, à l'aide d'un fameux iPad, à l'aide d'un stylet, ça c'est vraiment intéressant pour les jeunes enfants. Pourquoi? Parce que le contexte d'écriture est authentique. C'est exactement la même chose que quand on écrit finalement papier-crayon, on a un stylet, on a une surface plane, etc. Donc, authentique. Et ça permet un transfert des acquis qui est assez intéressant parce que je forme mes lettres de la même façon. Donc, ça peut vraiment être intéressant, en fait, au niveau des recherches. C'est prometteur.
Et il y a une mémorisation qui est facilitée ici. Par contre, et là c'est le gros bémol, la difficulté, c'est la surface qui est lisse. Hein, on le sait, parfois, quand même nous en tant qu'adultes, quand on vient pour écrire sur l'iPad, c'est pas toujours magnifique. Par contre, on en est conscient, la plupart des chercheurs vont vraiment mettre en place finalement des mesures pour éviter, diminuer finalement cet aspect-là. Il y a toutes sortes de petites choses qui existent, là, des pellicules, etc. Donc, il y a moyen de contrôler cette difficulté-là et d'aller chercher les bénéfices associés à l'écriture manuscrite à l'aide du numérique. Et là, je vous en parle encore. Ici, c'est le volet élève. Mais est-ce qu'il y a des potentialités pour l'enseignement? Donc, du côté enseignant, ça nous a vraiment intéressés également. Et ce qu'on constate, l'intérêt, là, il est vraiment là pour accéder au processus de production de la trace écrite. Ce que je veux dire par là, pour le processus de production de la trace écrite, c'est que d'habitude, hein, un enseignant qui n'utilise pas les technologies dans sa classe va avoir la version statique. Hein. Je passe à côté du bureau de Delphine, elle a produit ceci, je ne sais pas trop si ça fait 15 minutes, 1 heure qu'elle produit ça, je ne sais pas si... J'ai pas trop d'informations. La chose que je peux avoir comme information, c'est ce qui est sur sa feuille, finalement. Par contre, avec les technologies, et là, ça devient vraiment intéressant, c'est d'accéder à l'aspect dynamique de l'écriture. Ah, je peux voir, est-ce que Delphine, elle a produit ses lettres à l'endroit, à l'envers? Est-ce que, finalement, ça fait 15 minutes qu'elle est sur ça? Est-ce qu'elle a effacé 4 fois la première lettre? Est-ce que c'est une lettre qui est particulièrement difficile pour elle? Donc, ça nous donne vraiment un bon portrait du scripteur quand on a accès finalement à l'aspect dynamique de la trace. Et en fait, pour un enseignant, il y a plein d'indicateurs qu'on peut regarder. Là, je vous en ai nommé quelques-uns, mais on peut regarder notamment la fluidité du geste graphique. On peut regarder la vitesse d'exécution, les moments statiques, c'est les moments de pause, le sens des tracés, les levées de crayon, parce que si on s'intéresse par exemple à l'écriture qui est cursive, donc l'écriture attachée, en théorie, il y a très peu de levées de crayon, mais pour les scripteurs qui sont jeunes, bien souvent, ce qu'on constate, et ça c'est très très drôle, c'est qu'ils vont écrire, mais là ils savent qu'ils n'ont pas le droit de lever leur crayon, fait qu'ils vont essayer de remettre leur crayon au même endroit pour éviter qu'on puisse voir qu'ils ont levé leur crayon. Mais tu sais, oui, effectivement, ça fait une stratégie gagnante pour l'enfant. On n'y voit que du feu de côté enseignant. Cela dit, avec la technologie, ça nous permet de le constater assez rapidement et de voir ces écritures-là qui sont très peu efficaces. Hein, parce que si je prends plein de pauses, si je lève mon crayon à chaque 20 secondes, c'est une écriture qui n'est pas particulièrement efficace. Donc, pour les enseignants, les technologies, c'est vraiment des indicateurs qui sont fort intéressants pour analyser l'écriture. Cela dit, on s'est vraiment intéressé à savoir, mais parfait, les technologies, l'écriture manuscrite, les indicateurs, merveilleux, mais qu'est-ce qui existe en fait comme technologie pour les enseignants à l'heure actuelle? Et la réponse, c'est grand-chose. Je vois Viviane qui hoche la tête, qui pine la tête. C'est effectivement, il n'y a pas beaucoup c'est pas un créneau qui est utilisé à l'heure actuelle. Et donc, l'écriture, en fait, est plutôt papier-crayon en ce moment. Alors, nous, on s'est lancé il y a 4 ans, au début de notre doctorat, je termine cette année, finalement, on s'est lancé dans la folle idée de mener une recherche-développement. Pour finalement développer un outil qui mobilise finalement tout ce dont on vient de parler, l'écriture manuscrite et qui va fournir finalement l'ensemble des indicateurs. Il y avait 3 objectifs qui étaient ciblés. D'abord, l'aspect conception, en concevoir un outil d'écriture. Ensuite, le mettre à l'essai dans une variété de contextes. On en a beaucoup parlé tout à l'heure avec d'autres mentions de la recherche-développement. Nous, dans notre cas, la mise à l'essai, c'était des mises à l'essai à la fois théoriques et à la fois très fonctionnelles. Donc, on a testé les théories qu'on mobilisait auprès d'experts comme des professeurs et même des enseignants, et on l'a mis aussi à l'essai dans les classes, etc. Et je vais vous en parler un peu plus tard, mais notre 3e objectif, c'était d'analyser finalement les influences. Est-ce que finalement cet outil-là a un réel intérêt pour les performances, hein, les performances graphomotrices, les performances orthographiques? Donc, 3e objectif. Moi, aujourd'hui, par limite de temps, je vais essentiellement vous parler du premier objectif qui est vraiment la conception en tant que telle, parce qu'on a pu concevoir finalement l'outil dont je vous parle avec Polytechnique Montréal. C'est une collaboration qui a été nouée, vraiment une collaboration chouette. Là, finalement, c'est des étudiants en stage 4 qui sont à Polytechnique Montréal.
qui nous ont développé le projet, tout l'aspect programmation. Et nous, on est arrivé avec tout l'aspect didactique et pédagogique et on a fusionné nos expertises pour réaliser finalement ce qui vous est proposé aujourd'hui. Donc, en théorie, c'est la première itération, mais elle est fonctionnelle, elle n'est pas disponible encore, sauf si je vous la partage, mais elle est tout à fait fonctionnelle. Nous, notre objectif, donc déjà, vous pouvez voir le Canva, notre fameux petit pandarou qui nous accompagne lors de l'apprentissage. Et donc, nous, notre objectif avec cette application-là, vous pouvez voir, il y a un volet élève et un volet enseignant. Certes, nous, on a voulu accompagner d'abord et avant tout les enseignants, mais assurément, si on accompagne mieux les enseignants, on s'attend à une belle répercussion aussi sur les élèves. Mais nous, en tant que tel, notre objectif, c'était vraiment de soutenir les enseignants dans leur pratique. Donc, je vous présente les différents volets, les différentes fonctionnalités très sommairement. Éventuellement, quand vous pourrez avoir accès à l'application, vous pourrez surfer sur celle-ci vous-même. Mais il y a un onglet dans le volet élève où c'est l'onglet qui s'appelle « J'écris ». C'est un onglet où vraiment les enfants vont pouvoir produire l'ensemble des traces graphiques. C'est-à-dire que ils vont pouvoir se pratiquer à produire l'ensemble des mots. Je pense notamment à la liste orthographique du ministère. Ils vont pouvoir écrire leur nom, écrire vraiment tout ce qu'ils souhaitent écrire. Et tout ça, ça s'enregistre et ça s'en va du côté enseignant. Je vais vous en parler dans une seconde ou deux. Mais les enfants ont également accès aux écrits commentés. Et ça, c'est vraiment un aspect intéressant des technologies. Parce que normalement, très difficile de fournir une rétroaction qui est plus dynamique à l'enfance. Des fois, à l'écriture, ce qu'on voit souvent, c'est que finalement, on va écrire un texte, on va avoir notre rétroaction dans 3 semaines. C'est pas super efficace d'un point de vue didactique et pédagogique. Tandis que là, l'enseignant, il reçoit tout de suite, finalement, les traces qui ont été produites par l'enfant. Et puis, lui, il peut faire un commentaire audio qui va se retrouver finalement dans le volet élève et l'enfant va pouvoir finalement consulter la trace audio de son enseignant. Donc ça, c'est vraiment le volet élève. Et là, ici, vous voyez finalement où l'enfant produit ses traces. Il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place pour l'aider. C'est-à-dire, là, on a les fameux trottoirs qui peuvent être là et qui peuvent sauter également. L'enfant a accès, là, c'est tout petit, mais c'est une image dynamique. Là. Finalement, on va vraiment montrer le tracé, etc. Et il y a une façon aussi de s'auto-évaluer pour l'enfant. Pour ce qui est du volet enseignant, qui est l'aspect beaucoup plus intéressant pour nous aujourd'hui. Comme je vous dis, l'enseignant, lui, de son côté, va recevoir l'ensemble des productions de sa classe de façon individuelle. Donc, je vais avoir les productions de Viviane, je vais avoir les productions de Delphine, de Simon, etc. Et puis là, moi, je vais pouvoir voir tout ce qui a été fait. Et si on regarde dans la deuxième image, là, on a l'ensemble des paramètres ou des indicateurs dont je vous parle. Donc, je vais pouvoir exactement savoir où mes élèves se situent, où est-ce qu'ils sont dans leurs apprentissages, où sont les difficultés. Tout à l'heure, on parlait de modèles prédictifs. On est loin de ça, évidemment. Cela dit, on est dans un aspect qui est beaucoup plus dynamique que ce qui est proposé à l'heure actuelle. Sinon, en guise de conclusion, je reprendrai finalement la question qui avait été mentionnée dès le début, à savoir les technologies numériques et l'écriture au primaire vont-elles de pair? Mon but aujourd'hui, ce n'était pas de vous convaincre qu'elles pouvaient bien fonctionner ensemble. Cela dit, je suis profondément convaincue que si dans le fond, on est conscient de la recherche et qu'on tente de préserver au mieux finalement le contexte authentique d'écriture, c'est-à-dire qu'on sait que l'écriture à l'aide d'un clavier, ce n'est pas performant jusqu'à l'âge d'11 ans environ. Si on met déjà cet outil-là de côté et qu'on met sur un aspect plus performant de l'écriture, donc l'écriture manuscrite, et qu'on essaie de garder tout cet aspect-là de écrire dans un contexte réel, etc., je pense que les technologies numériques peuvent vraiment bénéficier à l'apprentissage de l'écriture. Et également, si on exerce un certain contrôle sur les contraintes qui ont été évoquées, l'effet de glissement, etc., et bon, toutes merci. C'est-à-dire tous les petits pépins qui peuvent en venir, mais bref, les technologies, selon nous, selon nos conclusions, et c'est la raison pour laquelle finalement on est allé de l'avant avec le développement, c'est qu'on a identifié des potentialités qui sont réelles. Donc, voilà. C'est la fin. Merci Marjorie. Bel exemple super intéressant de l'application de la didactique du français, puis comment collaborer avec des équipes conceptrices. C'est intéressant de voir concrètement à quoi ça peut ressembler. Et là, on a un petit 5 minutes pour la période de questions. Je ne sais pas si quelqu'un avait
voulez dire par je n'ai pas... Vous dites tantôt que il n'y avait pas d'autre façon de trouver... Il y avait très peu d'outils, oui. Et c'est pour ça que je me demandais, est-ce que l'application La Magie des mots, vous la connaissez, vous l'avez explorée? Un petit peu, je l'ai exploré, tout comme j'écris, l'application J'écris, je ne sais pas si vous connaissez, mais oui, est-ce que c'est une suggestion ou vous vouliez nous en parler un petit peu? Savoir si vous l'aviez explorée, parce que ma conjointe est orthopédagogue, OK. elle l'utilise, puis c'est vraiment magique, là, avec des élèves en difficulté. OK. Ça fait vraiment une énorme différence. Ah oui? Et c'est l'écriture manuscrite également, et c'est... Non, c'est pas manuscrit, c'est vraiment, c'est parce que les lettres, au lieu d'être dans un clavier ou un roman, sont en ordre alphabétique, les voyelles sont d'une couleur, les signes, les consonnes. L'enfant se repère rapidement, il arrive à être productif rapidement en écriture. OK. Il y a une rétroaction vocale, ce qui fait que c'est encourageant, c'est permet tout de suite de s'ajuster, donc c'est vraiment un certain apprentissage autonome. Avec des tout petits, c'est très efficace. Dans la majorité des applications que j'ai consultées, l'aspect qui était vraiment problématique, c'est que c'était pas au crayon. C'est-à-dire que c'était beaucoup soit exactement tapé sur un iPad ou c'était sur le doigt. C'est-à-dire que, par exemple, si j'utilise un stylet, il n'y a pas de reconnaissance qui est programmée pour le stylet. Et ça devient problématique parce que quand on souhaite conserver un contexte qui est authentique d'écriture, j'écris pas comme ça et j'écris encore moins avec le bout de mon doigt, à moins d'avoir peut-être des pouvoirs magiques, mais non, c'est ça. En fait, la majorité des applications n'avaient pas cet aspect-là relatif à la graphomotricité et même des fois relatif à l'orthographe. En fait, ce sont des concepts qui sont généralement traités, la graphomotricité et l'orthographe, séparément. Et en fait, ma directrice de recherche, Isabelle Montesno-Gelais, a mis ça en évidence dans les dernières années, l'intérêt de fusionner finalement et de travailler conjointement la graphomotricité et l'orthographe, parce qu'il y a un paquet d'outils qui sont subdivisés comme ça. Je vous donne un exemple. Moi, il y a un jeu de table que j'apprécie tout particulièrement, qui a été développé par un professeur que j'estime beaucoup. Et le titre, c'est sans papier ni crayon. L'orthographe sans papier ni crayon. Donc, encore là, on comprend qu'on travaille l'orthographe, par exemple, mais sans papier ni crayon, ça veut dire que je n'utilise pas l'aspect graphomoteur, je n'utilise pas mes mains. C'est vraiment que cognitif, disons. Donc, la majorité des outils disponibles, la majorité des applications disponibles sont divisées pour l'aspect graphomoteur et orthographe. Mais merci pour la suggestion, c'est très apprécié. Oui? Bien, c'est notre troisième objectif, là, qui était vraiment l'analyse des performances. En ce moment, on est dans du contre-codage, mais déjà avec les premières analyses d'un point de vue orthographique, qui est vraiment l'aspect qu'on a complété à l'heure actuelle, c'est vraiment, vraiment bien. On est dans du 80-85% de réussite, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les enfants. En fait, il y avait une séquence d'enseignement-apprentissage, on a utilisé l'application, etc. Et puis... les enfants, au bout d'une heure, après ça, on faisait une sorte de test à savoir est-ce que l'enfant est capable de produire nous, c'est avec des mots-outils qu'on avait ciblés. Et puis, les enfants, là, étaient franchement incroyables. Après, est-ce que les technologies sont motivantes? Est-ce qu'il y a d'autres aspects dont je ne vous ai pas parlé, mais que d'autres personnes avant moi ont parlé? Outre le fait qu'on soit sur un outil qui peut répondre à leurs besoins, je pense que les technologies en tant que telles, c'est ça, ils sont motivantes, c'est dynamique. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui viennent les soutenir dans leur réussite. Mais oui, en ce moment, les résultats préliminaires sont fort positifs. Mais éventuellement, ça va être publié parce que c'est ça, je termine ma thèse dans les prochains mois. Donc, on est vraiment dans les dernières lignes. Donc, voilà. Une dernière question, si jamais. Oui, Chris? Je suis curieux, avec toute la technologie, les gens qui utilisent les emoticons et les écrans, tout ça, est-ce qu'il y a des mesures de la qualité d'écriture ou la motricité générale des jeunes comparé il y a 15 ans, 20 ans? Est-ce qu'on remarque une différence? Bonne question. Bonne question. Je ne suis pas au fait de ce qui se faisait avant. Je n'ai pas de comparatif. Cela dit, on l'a vu, là, il y a de nombreux articles là, qui mettent en évidence que l'écriture se dégrade constamment là, dans les écoles primaires. Après, est-ce que c'est des petits, est-ce qu'on parle de la graphomotricité et l'orthographe? Je ne suis pas forcément certaine. Par contre, étant donné que c'est des habiletés de base, là, la chose qui étant que si on néglige ces habiletés de base-là, c'est toute la pyramide qui vient un peu s'écrouler, si on veut. Moi, c'est pas rare. La graphomotricité et l'orthographe, ce sont des habiletés que tu développes vraiment au premier cycle. Puis c'est pas rare là, que finalement, moi, j'interviens au deuxième ou troisième cycle, puis ce ne sont pas des habiletés qui sont particulièrement maîtrisées, ce qui fait en sorte que ça fait un peu effet boule de neige sur toutes les autres
habiletés qui sont mobilisées en écriture. Générer des idées, par exemple. L'enfant peut être tellement concentré à tenir son crayon, à penser à comment ça s'écrit ce mot-là, que finalement, il est incapable de générer des données ou des phrases qui se suivent. Bon. Donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas de comparatif, mais force est de constater que ça ne va pas en s'améliorant les performances en écriture dans les écoles en ce moment. Après, on espère que peut-être, sans dire changer la donne, mais de contribuer positivement à peut-être inverser la vapeur. Donc, voilà.